Donc, c'est ce que nous souhaitons. Nous sommes, depuis des années que nous sommes ici, nous sommes réfugiés, nous sommes des Bantous rescapés. Donc, nous souhaitons que l'État puisse nous trouver une solution durable. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue à cette série d'émissions grand public, 30 jours pour convaincre en toute transparence, un programme qui permet aux membres du gouvernement et à d'autres hauts gestionnaires du pays d'expliquer dans cette période 2021-2026 ce qui a été fait. Et le président de la République a produit ce livre bilan qui permet donc à chaque membre du gouvernement concernant son secteur, à venir expliquer en toute transparence les avancées, les difficultés, tout ce qui a été fait. Ce soir, nous recevons pour vous M. Jean-Luc Moutou. Il est ministre de l'enseignement préscolaire, secondaire, préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre disponibilité. Nous allons commencer donc ce que vous avez pu faire ces 5 dernières années. Mais d'abord, nous allons commencer par une dernière réforme qui est passée très récente. On se souvient, lors des États généraux de l'enseignement, il y a eu une recommandation qui estimait qu'il fallait annuler, supprimer le certificat d'études primaires. Mais vous avez plutôt pensé porter la réforme, revenir avec un certificat d'études primaires, non plus élémentaire. Où se trouve la différence et qu'est-ce qui va changer? Je voudrais déjà vous remercier pour cette opportunité que vous nous offrez, nous, membres du gouvernement, pour pouvoir défendre notre bilan. Mais c'est très important et l'occasion est tout indiquée, vous l'avez dit, pour que nous fassions ce point sur ces 5 années pendant lesquelles nous avons été aux côtés du chef de l'État et nous avons travaillé justement à matérialiser cette vision du chef de l'État. Et le moment est venu, le temps du bilan, pour montrer ce que nous avons fait notamment. Et pour répondre à votre première question, celle du CEP, vous l'avez suivi hier. Nous avons l'avantage justement d'avoir vu ce texte passer hier en Conseil des ministres. L'élément que vous évoquez, ça s'appelait des préconisations. Au moment où nous avons abordé ces choses, c'était une préconisation, aujourd'hui matérialisée dans le projet de loi que nous sommes en train de valider à l'heure actuelle, et qui fait que on cherche les réformes dans ce pays. Et au moment où on les exécute, on pose des questions. Bon, là, c'est une avancée. Désormais, les enfants ne vont pas être soumis à un examen, comme l'avait dit le certificat d'études primaires élémentaires. C'est une avancée. Désormais, les enfants passeront plus que 5 ans au primaire, mais plus 6 ans. Et tout cela sera sanctionné par un certificat d'études primaires. Et l'examen n'aura plus lieu. Voilà, donc ce sera un continuum sur les apprentissages, sur les notes, sur les évaluations tout au long de l'année et qui vont sanctionner ainsi le passage des enfants de la classe de CM2 vers la classe de 6e. Mais ici, on n'évoquera peut-être pas toutes les raisons pour lesquelles on en est arrivé là, mais retenir quand même que lorsque nous faisons ces évaluations et ensuite dire que nous sommes sur le socle de 10 ans, il faut permettre aux enfants qui rentrent dans notre système éducatif de pouvoir rester au moins 10 ans dans les apprentissages. Et si nous mettons déjà cette barrière au moment du CEP, eh bien, nous voyons qu'il y a quand même là une rétention, un certain nombre d'enfants qui ne s'admettent pas pour aller en classe supérieure. Et nous avons donc pensé aussi, au terme des évolutions, qu'on pouvait améliorer cette transition de la classe de CM2 vers la classe de 6e. Et ça participe justement aux transformations de notre système éducatif tel que prôné par le président de la République. Monsieur le ministre, vous arrivez au gouvernement en avril 2021 et depuis, vous avez fait du chemin. Ça fait 5 ans. Vous avez eu donc des gros dossiers à conduire au sein du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Principalement, vous avez travaillé sur l'accès à l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut apprécier les résultats? Nous avons l'avantage d'être dans un secteur où les résultats sont mesurables, palpables et visibles. Tous ceux qui éprouvent des difficultés, soit dans leur quartier, dans leur secteur, dans leur ville,
peuvent s'exprimer, nous dire « Ah non, chez nous, telle école n'a pas été réhabilitée, telle école manque d'enseignants, telle école manque de table-banc », et nous réagissons promptement. Et justement, donc à ce stade, je pense qu'on peut se réjouir aussi, mais on ne se réjouira pas toujours, hein, mais à ce stade, on peut quand même se réjouir pour constater qu'avec nous, beaucoup de choses ont été faites, mais peut-être aussi saisir l'occasion pour saluer tout le travail. Nous ne sommes que des héritiers. Tout le travail qui avait été fait précédemment par tous mes prédécesseurs, pas remonter plus loin, Madame Kama Nyamayua, le ministre Elon Matson Mampuya, et puis Anatole Koliné Makosso à l'époque. Est-ce qu'on peut apprécier, Monsieur le ministre, le taux de décrochage scolaire pour les jeunes et le nombre des filles aujourd'hui de plus en plus à l'école? Est-ce qu'on peut se faire une idée quand même? Mais tout ça s'est amélioré. Nous avons pris le taureau par les cornes, parce que quand vous arrivez, vous avez une fiche qui vous indique là où il y a des manquements, là où il y a du décrochage, là où il y a des difficultés, là où il y a du grabuge. Nous avons vu, par exemple, les violences en milieu scolaire qui étaient très nombreuses, très importantes, et nous avons travaillé, par exemple, sur ces questions-là, à faire en sorte que nous harmonisions la tenue scolaire. C'était un gros succès qui a participé à la réduction de la violence en milieu scolaire, et tout comme, d'ailleurs, nous créons toutes les conditions nécessaires pour que la jeune fille et la rétention en milieu scolaire se fasse, et nous avons des statistiques qui prouvent évidemment à ce stade que tout ce travail s'est véritablement fait pendant ces 5 dernières années avec des succès intéressants. Émile Patrice Obari. Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur les mesures énoncées par le gouvernement. Alors, parmi ces mesures, il y a la suppression de la classe de CP1 et de CP2, ce que je comprends. Donc, on en fait une classe unique. Donc, cours préparateur. CPU, le CPU. Le CPU, voilà. Est-ce que vous tirez de cela de quelque part ou bien c'est une innovation du gouvernement? Ah, c'est même une innovation des cadres. Le gouvernement reçoit toutes les réflexions qui nous viennent des intellectuels, des cadres qui travaillent à différentes échelles du ministère et qui remontent au niveau de la portion centrale, ce qui est bon pour notre système éducatif. Et monsieur le commissaire qui s'est chargé de la réforme, qui a conduit ces travaux des États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche, avec toutes ces équipes, ils ont parcouru tout le pays, ils ont été à l'étranger, ils se sont inspirés des expériences des autres pays et nous ont produit ce rapport. Ils ont suggéré que nous allions vers cela et nous avons adopté. Et je ne suis pas sûr que nous allons être dédits par rapport à cette mesure. Au contraire, nous allons l'exécuter très rapidement, très certainement à partir de la rentrée prochaine, parce que là, on est déjà suffisamment avancé dans le cadre de cette année scolaire. Mais bon, à partir de l'année prochaine, toutes ces réformes seront évidentes, et c'est à partir de ce moment-là peut-être qu'on commencera à tirer les leçons de ces nouvelles réformes. Peut-être qu'il faut qu'on ait d'abord cette loi, il faut qu'elle soit adoptée. Il faudra les lois, il faudra les textes d'application, ça prendra encore un peu de temps, mais toujours est-il que le texte a déjà été validé en Conseil des ministres, donc le temps que le Parlement l'approuve et que le président de la République promulgue la loi et pour qu'elle soit rendue exécutoire. Ernest Blanchard-Dumais. Monsieur le ministre, nous allons parler cette fois-ci pas seulement de l'accès à l'éducation, mais plutôt de la qualité de l'éducation. Est-ce que l'éducation que reçoivent nos enfants par l'entremise du ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation pendant ces 5 dernières années tient compte de la qualité? Et si oui, quels sont les éléments que peuvent montrer qu'effectivement, il y a la qualité quand on sait que chaque jour, d'aucuns déplorent le baisse permanent du niveau des apprentis communs? Ah, mais baisse de niveau, si vous voulez, vous le dites, vous avez raison. Mais moi, je vais vous opposer votre préoccupation aux résultats que nous avons obtenus au cours de ces 5 dernières années. Nous avons vu des résultats à la fois au CEP, au BEPC et au baccalauréat augmenter, aller crescendo. Cela dénote, je pense, de la qualité de notre investissement, de la qualité de la prise en charge dans les salles de classe et de tout cet aéropage que nous avons mis en place pour permettre justement ces améliorations. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas tellement se plaindre. Les défis sont énormes. Je ne vous dirai pas que les défis sont relevés. Au contraire, nous travaillons à essayer de réduire au maximum. Mais au milieu de ces défis, de ces difficultés, il y a toujours un chemin. Et c'est ce chemin que nous empruntons pour nous permettre chaque année de nous réjouir, de nous satisfaire, pas trop,
mais de nous satisfaire quand même des résultats auxquels nous parvenons chaque année. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Mais le président de la République nous a autorisé, année après année, des recrutements importants à la fonction publique. On a recruté des enseignants. Aujourd'hui, plus de 7000 enseignants ont été recrutés. Là où il y avait des déficits importants, où les enfants allaient en classe à 7 heures et sortaient à 9 heures parce qu'il n'y avait plus de profs, il n'y avait plus d'enseignement, maintenant nous avons les enseignants. Et les enseignants, on nous dit, ils ne sont pas toujours formés, ils n'ont pas... on a créé l'ENFIS, l'École nationale de formation initiale et continue de Muyonzi, où ils sont régulièrement reçus. Et encore, au plan local, avec nos partenaires, nous avons formé encore et encore les apprenants, les enseignants volontaires et communautaires, à la prise en charge de la classe, à la prise en charge de l'apprenant dans la salle de classe. Et tout cela contribue justement aux résultats pour lesquels nous pouvons nous vanter aujourd'hui, parce que nous savons que nous avons eu du résultat. Vous avez eu des résultats, Monsieur le ministre. C'est vrai qu'il y a, on voit ces dernières années, des efforts dans l'amélioration des infrastructures, les structures d'accueil. Mais est-ce que le mal n'est pas si profond, puisqu'on a aussi les échos qui viennent de l'intérieur, notamment de l'Interland, là où parfois c'est sous un taudis que les enfants apprennent? L'infrastructure, Monsieur Jimmy, la priorité n'est-elle pas accordée seulement à Brazzaville, à Pointe-Noire, aux grandes villes? Je n'ai pas envie d'être ce soir le journaliste que vous êtes. Je ne vais pas vous poser des questions. Autrement, je vous demanderai de me dire exactement où se trouve cette école pour que nous allions la corriger, pour que nous allions la transformer, pour que nous allions la réhabiliter, pour que nous allions peut-être la démolir et la reconstruire à neuf. C'est ce que nous faisons. Nous attendons l'information et nous la prenons d'où qu'elle vienne. Et quel que soit le moment où cette information nous vient, nous réagissons, nous allons sur le terrain et nous réparons. Nous sommes allés à Tokou. Tokou, le collège avait perdu toute sa toiture. Et c'est là que nous découvrons que pour aller à Tokou, le directeur départemental qui avait reçu tout le matériel nécessaire, il fallait prendre la pirogue, il fallait prendre la route, il fallait peut-être même prendre la route à pied, tout ça, pour arriver jusqu'à Tokou, pour réhabiliter cette école. Et nous l'avons fait. Et nous avons dit à nos directeurs départementaux, à tout instant, qu'il y a des difficultés, qu'il y a une situation. Mais vous dites toujours, quitte à nous de ne pas être en capacité de pouvoir apporter les réponses qui s'imposent, mais vous dites toujours, mais en réalité, nous réagissons. Monsieur le ministre, pour rester dans le même cadre, nous savons qu'effectivement, des efforts se font dans l'amélioration des structures d'accueil. Nous y reviendrons en détail, puisqu'il y a des écoles qui sont en projet aujourd'hui, des grands établissements, mais quand même, le personnel reste un ventre mou de votre secteur. Vous parlez des enseignants communautaires, les vacataires et tout. On sait tous nombreux, peut-être jusqu'à 50-60%, n'ont pas de niveau. C'est vrai qu'il y a des centres de formation, mais ces jeunes qui ont le BPC, qui enseignent ceux qui sont au lycée, parce qu'au village, il n'y a personne pour le faire. Comment vous comptez régler le problème? Oui, en 5 ans, quelles sont les réponses que vous avez apportées? Nous savons que chaque année, vous avez des quotas de recrutement, mais souvent, nombreux restent sur le banc. Comment vous avez pu régler ça ces 5 dernières années? Nous ne pouvons pas indéfiniment, dans notre système, avoir plusieurs catégories d'enseignants au sein du MEPSA. Ça nous gêne énormément. Nous avons des enseignants communautaires, nous avons des volontaires, nous avons des enseignants fonctionnaires, nous avons des prestataires. Nous avons toute cette panoplie d'enseignants et ça nous gêne énormément. Alors, qu'est-ce que devons-nous faire? Nous avons des quotas, oui, que nous traitons, mais qui ne répondent pas à la demande. La première fois que j'interviens à l'Assemblée nationale, devant la représentation nationale, c'était pour solliciter que nous puissions avoir sur 5 ans un quota de recrutement d'à peu près 20 000 enseignants à raison de 4 000 ou de 5 000 par an. Nous ne l'avons pas obtenu. Ça allait nous permettre justement de régler le déficit de près de 20 000 enseignants que nous avons au sein de notre système. Mais à défaut de cela, que faisons-nous? Pour ne pas laisser les élèves dans la classe sans enseignants, il y a ces enseignants communautaires très nombreux que nous remercions et qui font un travail énorme au sein de notre système éducatif, parce que je peux vous dire qu'ils sont majoritaires au sein de notre système, mais que nous recrutons ainsi progressivement pour nous permettre de ne pas laisser nos salles de classe avec des élèves sans un enseignant. Souvent pas payés. Oh non, mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Mais qui vous a dit ça? 3 mois. Mais non, mais vous pouvez pas dire ça.
En ce moment, vous savez, dans notre pays, la manie, c'est laquelle? Quand on n'est pas payé, on est en grève. Est-ce que vous en connaissez un seul quelque part qui est en grève? Non. Ils sont dans les salles de classe, ils travaillent. Ça veut dire que le ministère des Finances qui nous accompagne fait l'effort nécessaire pour que et les enseignants volontaires et les enseignants communautaires soient payés en temps et en heure pour leur permettre justement de continuer de faire leur travail. Et c'est ce que nous faisons. Ne nous emmenez pas sur ce chemin, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, on l'a dit, il y a eu des efforts sur les structures d'accueil, l'école de la Liberté à Brazzaville, à Dolisie également, où vous avez accompagné le chef de l'État pour inaugurer. Et là, on va avoir l'école, l'Angola Libre, qui est en train de se refaire aussi. C'est grâce aux efforts de la SNPC. Est-ce que là, vous avez quand même un contrat de partenariat ou bien comment ça se passe? Ça se passe que nous avons eu le soutien, l'appui de la SNPC sur un domaine sur lequel nous nous étions illustrés. Ça renvoie peut-être aussi à la question que M. Dimi posait tout à l'heure sur la qualité des infrastructures. Nous avons amorcé ce travail depuis un certain temps, en construisant nous-mêmes par les efforts, les ressources qui sont mises à notre disposition, des infrastructures scolaires à gauche et à droite. Je ne citerai pas toutes. Au lycée de Pokola, nous avons fait un bâtiment pour renforcer la capacité. Au lycée d'Infondo, nous avons fait pareil. Nous avons réhabilité des bâtiments entiers au lycée Champagnat de Makwa. Nous avons construit le CG Moussoso ici, le CG Ngambio, des collèges à gauche et à droite, des écoles primaires dans tous les départements, le lycée de Mayoko, le lycée de Tiafoumou, le lycée de Mukondo ici, d'ailleurs à côté, sans compter les lycées qui ne sont pas encore ouverts, le lycée de Chikapika, le lycée d'Inkwele et bien d'autres, nous en avons fait. Mais c'est cet esprit, en fait, je pense, qui a prévalu pour que la SNPC, que je remercie d'ailleurs, je l'ai souvent dit, nous accompagne, s'investisse dans cette démarche, et c'est pour tout le bonheur du peuple congolais. Ouais. Et c'est ça le bilan du chef de l'État. C'est ça le bilan du chef de l'État. Je disais que c'était des choses mesurables, visibles, et au-delà de Liberté, très bel établissement d'ailleurs aujourd'hui, en attendant de voir les résultats. Le lycée de Louvakou, bientôt le lycée de l'Amitié, le lycée Angola Libre et les autres aussi. Je sais que nous avons d'autres projets comme ça avec la SNPC, ça va continuer. Mais nous avons évidemment, vous parliez de contrat avec la SNPC, oui, en matière de prise en charge, l'alimentation des enfants, parce que ce sont des internats, l'accompagnement, cette prise en charge en dehors de la classe qui se fait dans les différents sites, ben oui, nous avons ce contrat de partenariat avec la SNPC et nous espérons tout simplement que ça va durer le plus longtemps possible pour permettre à nos apprenants de pouvoir bénéficier des meilleures conditions d'apprentissage possibles dans nos différents établissements scolaires. À côté, nous signalons, Monsieur le ministre, qu'il y a aussi ce que vous remettent comme structure les acteurs politiques, donc les députés, les sénateurs qui construisent les lycées dans leur circonscription. Est-ce qu'en 5 ans, toutes ces structures que vous avez reçues tiennent compte de la carte scolaire nationale? Non, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Chacun maintenant veut avoir un lycée dans son village. Bon, fait comme ça. Bon, la chose c'est que quand ils commencent le projet, ils ne nous informent pas. Quand ils sont au milieu, ils commencent à nous informer. Quand ils arrivent au terme, quelquefois ils vont parfois inaugurer les lycées eux-mêmes, tout ça, les écoles eux-mêmes. Et puis ils viennent nous voir pour nous dire « Ah, mais vous savez, nous n'avons pas des enseignants. » Je dis « Mais oui, mais vous avez fait ça avec qui? Avec l'aval de qui? » Bon, mais ce sont les écoles de chez nous, ce sont les apprenants de notre pays. Et à partir de ce moment-là, nous prenons le relais parce que c'est notre exercice et notre sacerdoce. Emery Barry. Monsieur le ministre, permettez que je revienne sur la question du recrutement des enseignants au niveau du système éducatif congolais. Ce système éducatif, monsieur le ministre, nous savons que ça laisse à désirer. Permettez-moi de vous le dire, vous êtes ministre, membre du gouvernement. Alors, on a comme l'impression que le système éducatif congolais fonctionne à double vitesse. Vous avez d'un côté l'État, le public, de l'autre, le privé. Au niveau du privé, en ce qui concerne le recrutement des enseignants, ça laisse à désirer. Pourquoi? Parce que vous avez ce qu'ils appellent une formation
recrutement pédagogique, hein, recrutement à l'issue d'une formation pédagogique accélérée. Vous avez des gens qui passent 3 mois et le lendemain, ils deviennent enseignants. Alors, quel est le regard du gouvernement vis-à-vis de cette situation? Nous suivons toutes ces situations. Il n'y a pas d'enfants qui appartiennent aux écoles privées. Ce sont les enfants de la République. Quel que soit le choix des parents qui mettent leurs enfants au public ou au privé, nous y veillons. Parce que cette formation, c'est au fond notre seul système éducatif qui donne la formation, qui fait les évaluations et qui attribue les diplômes. Donc nous veillons à cela. Mais nous avons simplement foi en ce que les promoteurs des écoles privées puissent être soucieux, rigoureux dans le cadre du recrutement de leur personnel. Mais les inspecteurs, nos inspecteurs, passent dans ces différentes structures scolaires pour s'assurer de la qualité à la fois la qualité des apprentissages, de la qualité de la formation de ce personnel, et tout ce qui se fait au public se fait également au privé. Ne vous en faites pas. C'est comme ça que ça marche. Et c'est pour cela... Monsieur le ministre. Mais vous ne pouvez pas connaître cette réalité mieux que moi. Vous êtes journaliste, oui, vous faites des investigations, oui, mais moi, je vis ça au quotidien. Nous vivons ça au quotidien. Bon, vous avez raison. Non. Mais nous allons nous saisir de cette réalité. Tous mes cadres, les patrons, les cadres du MEPSA sont ici. Vous les interpellez. Ce n'est pas moi qui suis interpellé. Ils sont interpellés. Et je sais qu'au sortir d'ici, nous allons avoir cette réunion de débriefing et qui va nous permettre de nous saisir de toutes ces préoccupations que vous avez évoquées, peut-être avec un peu plus d'allant, et pour nous permettre justement de rechercher la bonne solution pour nous permettre de corriger tous ces grabuges, si tant est qu'il y a des grabuges dans certains secteurs de notre système. En matière de recrutement, quel est le besoin exprimé par le gouvernement en ce qui concerne justement le recrutement annuel des enseignants? Nous perdons chaque année à peu près 1000 enseignants. Et pourquoi? Qui partent à la retraite, qui partent dans d'autres ministères plus avantageux, des choses comme ça, ce qu'on appelle les régies financières, et sans compter ceux qui décèdent. Nous perdons à peu près 1000 enseignants chaque année. Et si on nous accorde par an, mettons 2000 enseignants au recrutement, que nous reste-t-il par an? 1000. Si on en perd 1000 par an et qu'on nous donne un quota de 2000, en fait, il ne nous reste que 1000 enseignants par an. Et 1000 enseignants par an, là-dedans, il y a du personnel de classe, c'est vrai, mais il y a du personnel administratif, il y a des chauffeurs, il y a du tout. Et ça ne permet pas à cette cadence de pouvoir régler le problème. Et c'est à ce titre que, au-delà des quotas qui nous sont attribués, au-delà du chiffre que j'annonçais tout à l'heure, qui marque le niveau des recrutements au cours de ces dernières années, mais le déficit, il est là. Il est assez important, je n'ai pas envie de dire le chiffre, mais il faudrait que nous travaillions davantage pour que nous faisions l'effort nécessaire pour que ce déficit puisse quand même être suffisamment réduit au bénéfice de notre communauté éducative. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous évoquiez les indicateurs concernant les succès pendant les examens, BPC et bac principalement, surtout le bac. Est-ce que votre souci, c'est voir ces indicateurs à la hausse ou bien la qualité de l'enseignement qui est donné aux enfants? Vous êtes, je le rappelle, enseignant à l'université Marine Ngouabi. Vous voyez que c'est le véritable. Lorsqu'ils arrivent à l'université Marine Ngouabi, les enfants sont perdus, ils n'ont pas de niveau. Quel est votre souci? Vous avez fait des études universitaires, vous? Vous avez fait des études universitaires. Exactement. Est-ce que vous avez coulé à l'université? À l'époque, c'était un peu différent. À l'époque, non, c'est pas différent. Non. Vous étiez un bon élève et vous étiez devenu après un bon étudiant à l'université Marine Ngouabi. Vous êtes un très bon journaliste. Il faut permettre... Les résultats que nous donnons au baccalauréat, c'est pas factice, c'est pas de l'amusement. C'est au mérite. Vous avez vu des enfants de chez nous partir pour l'Azerbaïdjan en formation par la SNPC pour aller apprendre. Nous avons comme ça beaucoup de jeunes qui partent à l'étranger faire des études pour lesquelles nous avons des retours et qui réussissent à l'étranger. Mais l'étudiant doit s'investir. C'est pas donné. Voilà. Aussi vrai qu'il s'est
concentré, investi, il a travaillé durement pour avoir son baccalauréat, mais il ne faut pas qu'il pense après que c'est le repos. Hein. L'université Marengwabi ou l'université Denis Sassou Nguesso, c'est pas après le repos. Il faut continuer de travailler durement pour continuer de gagner et avancer. Alors donc nous faisons en sorte que ceux qui s'admettent au baccalauréat, ceux qui ont travaillé et qui ont obtenu les notes qui leur permettent de s'admettre au baccalauréat, tout simplement. On se réjouit tout simplement de constater que au cours de ces dernières années, ça augmente d'1%, oui. Mais ça n'augmente pas de 5 ni de 10, 15%, ça augmente d'1%, de 2%, des choses comme ça. Mais c'est les meilleurs, généralement c'est les meilleurs, ils s'admettent, et ça leur donne la possibilité de pouvoir se construire et de pouvoir demain réussir leur plan au plan social, au plan professionnel. Et c'est très important, vous savez qu'un jeune qui échoue au bac, qui échoue indéfiniment au bac, mais après, il pense qu'il n'a plus de perspective, qu'après, la vie s'arrête, après, il n'y a plus rien. C'est pour cela que nous les encourageons. L'échec est formateur, mais pour qu'ils puissent continuer jusqu'à s'admettre au baccalauréat. Et quand on a repris comme ça une fois au bac ou 2 fois, mais quand on arrive à l'université, généralement, on est très bon. On est brillant. En fait, c'est le retour que vous font vos collègues à l'université, oui. Qu'ils reçoivent du très mauvais produit, oui. Et il est difficile de refaire ou de reformater. Oui. Ernest Blanchard dit. Monsieur le ministre, il y a un secteur dont on ne parle pas assez, c'est l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Quel est l'état des lieux que vous dressez ces 5 dernières années de ces secteurs? Et vous soulevez un très bon problème. Chacun de nous doit pouvoir être capable de lire et écrire. Ne serait-ce que cela. C'est le début de l'acquisition des compétences. Savoir lire et écrire. Et ce système permet aux uns et aux autres, ceux qui n'avaient pas perçu le bien fondé de l'école et qui sont partis comme ça, vite en besogne, pensant que bon, à l'école, écoute, aujourd'hui, ils sont revenus par eux-mêmes. Et le soir, après leur journée de dur labeur, moi j'en rencontre dans ces centres d'alphabétisation, le soir qui viennent des messieurs âgés, tout ça, d'ailleurs généralement qu'on ne filme pas, mais je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mais vous savez, le soir, quand je rentre à la maison, mon fils qui est au CM2, parfois me donne un exercice. On a dit aller travailler avec les parents à la maison. Et puis bon, moi-même, je sais que je ne suis pas capable de le faire. Et je dis, écoute, je suis fatigué, bon, va voir ça avec ta maman. Mais c'est parce qu'au fond, il cachait des limites, des difficultés, et qu'il finalement, il réalise qu'il était temps, parce qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, qu'ils reviennent le soir dans notre système éducatif pour rattraper, pour couvrir ce déficit, et c'est très important. Et là aussi, nous constatons une euphorie des adultes qui reviennent, parce que bon, on leur a expliqué le mécanisme, on leur a expliqué le processus. On en a vu qui ont passé leur CEP hier, et qui ont continué, qui ont obtenu leur BPC, et qui ont exigé que nous leur fassions aussi des lycées du soir pour qu'ils passent leur baccalauréat. Et nous avons répondu positivement à cette sollicitation. Nous avons donc désormais un lycée du soir à Brazzaville et un lycée du soir à Pointe-Noire qui fonctionne et qui va permettre donc à tous ceux qui sont passés par le cycle de l'alphabétisation pour pouvoir rattraper le niveau qu'ils avaient perdu et pour pouvoir enfin passer leur baccalauréat s'ils l'exigent, important pour la suite de leur carrière. Est-ce que ce secteur a des structures d'accueil, le personnel et autres ingrédients pour fonctionner normalement, monsieur le ministre? Oui. L'une des grandes difficultés que nous avons dans ce secteur, parce que c'est des cours du soir, c'est souvent l'éclairage des salles le soir. C'est l'une des grandes difficultés que nous avons, mais pour le reste, je n'ai jamais rencontré un personnel aussi motivé que dans ce secteur. Aussi motivé. Et des apprenants aussi qui sont motivés, parce que là, au moins, on vient par soi-même. On ne va pas vous chercher chez vous. Ce n'est pas obligatoire, comme les apprentissages qui sont obligatoires jusqu'à l'âge de 16 ans. Là, c'est l'adulte lui-même qui décide de revenir sur le banc de l'école, et généralement, ça se passe très bien. Est-ce que ces centres de formation en alphabétisation sont également à l'intérieur du pays où souvent le taux d'alphabétisme est très élevé? Non. Il y en a partout dans les départements de l'Interland. J'étais surpris moi-même dans un département ici très très loin dans les profondeurs. On a rencontré comme ça ce centre avec ce personnel et j'étais d'ailleurs très très surpris. C'était
À l'époque où j'accompagnais le ministre Anatole Collinet-Makosso, nous avons été dans des départements, on a vu ces choses-là et j'étais suffisamment surpris de constater évidemment que ces centres existent aussi dans l'Interland et qu'ils fonctionnent, mais on va avoir le plus gros de ces centres quand même à Brazzaville et à Pointe-Noire. Oui, au Paris. Monsieur le ministre, permettez que je pose une question préoccupante qui... Elle n'est pas préoccupante. Nous allons y pourrait, répondre. voilà, il pourrait paraître complexe, mais parlez-nous de manière succincte sur cette question. Il s'agit bien des États généraux de l'éducation annoncés pour 2021. C'est 3 ans après que se sont tenus ces États généraux. Alors, quelles sont devenues aujourd'hui les résolutions issues de ces États généraux de l'éducation? Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous avons chuté. Nous avons dit que ce dossier, le projet de loi est passé hier en Conseil des ministres. Ça veut dire que nous avons les résultats. C'est fini. Ça va être analysé à l'Assemblée nationale, puis promulgué par le président de la République. Mais les grandes mesures en ce qui nous concerne, nous les avons évoquées. Hein, c'est le CPU, c'est la 3e année du préscolaire qui va être obligatoire. Et puis voilà. Et puis dans d'autres secteurs aussi, dans l'enseignement supérieur, l'effectivité du LMD, et puis aussi dans l'enseignement technique, un certain nombre d'aspects. Je pense que désormais, on peut... mais ils ont pris le temps nécessaire de travailler sur ce dossier. Le ministre Elo Matson-Mampouya a pris le temps nécessaire pour travailler sur ce dossier, pour nous sortir les conclusions que nous apprécions désormais et qui vont nous permettre justement de voir, d'adapter notre contexte actuel à la réalité, parce que l'ancienne loi date quand même maintenant d'il y a 30 ans. Il était temps justement que nous puissions la changer. Ces mesures sont suffisantes pour sortir... Nous attendons de les apprécier. Nous attendons de les apprécier. Rien n'est jamais parfait, encore moins ce travail. Lorsque nous aurons constaté qu'il y a des manquements, évidemment, nous créerons les mécanismes pour pouvoir corriger ce qui sera nécessaire à ce stade-là. Monsieur le ministre, on va aussi parler des difficultés, les points de blocage. Certainement, vous avez, en 2021, vous avez eu des grandes ambitions, ou bien lorsque vous avez reçu la feuille de route, vous avez voulu faire quelque chose de grandiose, mais après, peut-être qu'il y a eu des points de blocage. On sait aussi qu'à l'orée de la rentrée scolaire de cette année, vous n'avez pas tenu votre conseil national. Est-ce qu'il y a des choses quand même qui bloquent ce que vous voulez faire, peut-être l'argent ou le personnel? Vous en savez des choses. Ça me fait plaisir, vous en savez des choses. Mais l'homme n'est pas là pour se plaindre. Nous, on n'est pas là pour nous plaindre. Nous faisons, nous travaillons. C'est vrai que vous l'avez dit, en 2021, lorsque nous arrivons là, nous avions des ambitions énormes comme ça. Nous avons fait ce que nous avons pu. Ceux qui viendront après, ils continueront. Mais on ne peut pas véritablement se réjouir. On a quand même des résultats, pas quand même. Nous avons des résultats. Évidemment, vous le savez, je vous rejoins. On aurait voulu faire davantage et davantage, mais je sais que ce sont des choses qui vont se faire. Nous avons foi au président de la République et à sa vision sur l'école congolaise, la prise en charge de la jeunesse congolaise, la jeunesse scolarisée de notre pays, à qui il faut donner des compétences, des savoirs, une éthique, un mode de vie. Toutes ces choses, si tant est que nous n'avons pas atteint le résultat parfait, mais ça va se continuer après 2026. Vous y croyez vous-même à l'école congolaise, monsieur le ministre? C'est celle qui m'a façonné, celle qui m'a formé. Vous aussi. Souvent, la tradition chez nous, les autorités, les hauts cadres ne maintiennent pas leurs enfants dans nos écoles. C'est la tradition. Ne nous emmenez pas sur ce débat-là. Nous sommes les enfants de l'école publique dans notre pays. Nous sommes les enfants de l'école publique de notre pays. Vous et moi avons été à l'université Marien Ngouabi. Exactement. Qu'est-ce que vous cherchez d'autre? Et désormais, le président a fait l'université Denis Sassou Nguesso de Kintélé. Désormais, le président a fait l'université de Liambou à Pointe-Noire. Puis il est en train de faire l'université de Luango. Que voulez-vous? Que voulez-vous? Nous voyons des choses, nous faisons des choses, nous réalisons des choses. Ce n'est quand même pas vous qui allez nous donner l'impression que vous ne les voyez pas. Vous les voyez. Bon, laissez ceux qui n'ont pas vu nous interroger, s'alarmer, s'offusquer de ce que, bon, on n'a pas fait grand-chose. Vous et moi les avons vus, avec leur qualité. Louvakou est là, Liberté est là. Moi-même, hier, j'ai marché l'après-midi pour aller voir, évidemment,
si les travaux de Angola Libre et l'amitié évoluent normalement, oui, souvent j'y vais, casquette rivée, vissée sur le crâne, pour aller jeter un œil, et je l'ai fait hier soir encore. Donc c'est pour vous dire que, oui, dans ce pays, les choses se font, et les choses se feront encore. Soyez rassurés. Les deux dernières. Ouais, monsieur le ministre, juste cette petite question, c'est laquelle? C'est de savoir que chez nous, au Congo, notamment à Brazzaville, quand quelque chose va bien, c'est ce qui inquiète davantage parce qu'on sait que dans quelques jours ou dans quelques instants, ça ne va plus marcher. Il est comme ça pour l'électricité, pour l'eau, la route, l'enseignement, la mairie, tout ça. Actuellement, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de bruit à l'enseignement général. Mais qu'est-ce que vous redoutez qui pourrait encore faire retomber votre secteur dans ce bruit de grève et de mécontentement? Qu'est-ce que vous redoutez maintenant que nous parlons? Il y a chez nous ce qu'on appelle la solidarité gouvernementale. S'il y a des grèves quelque part, au gouvernement, nous ne sommes pas sereins. Nous devons travailler à la résolution des problèmes. Que ce soit à l'université Maringouabi, que ce soit dans les mairies ou ailleurs, nous sommes solidaires. Et en aucun moment, on ne souhaitera qu'il y ait de l'agitation quelque part, pas seulement chez nous, même pas ailleurs, encore moins chez nous. Mais nous avons réussi à planir nos divergences dans le dialogue permanent. Et c'est ce qui fait que, bon, il y a cette accalmie, hein, une grande accalmie au sein du ministère. Précaire parfois, hein? Oh, arrêtez ça. Moi, ça précaire comment? Il y a une accalmie est précaire comment? Soit il y a accalmie, soit il n'y a pas. Mais en tout cas, là, il y a l'accalmie. Et on se réjouit de cela, et ça nous permet justement de mettre le temps à profit pour travailler. Vous anticipez Oui, sur des oui, mouvements? mais gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est anticiper. Et donc, nous avons ces partenaires que nous ne laissons pas très très loin de nous, on les a au marquage pour évidemment anticiper aussi leurs préoccupations et être toujours à l'écoute pour pouvoir apporter les réponses nécessaires et les plus adaptées possibles à la bonne marche de notre secteur. La dernière. Monsieur le ministre, il est beau de vous entendre vanter un peu les mérites. On est là pour ça. D'accord, ok. Alors, je voudrais poser une question en toute transparence. Alors, l'université Denis Sassou Nguesso, à l'état actuel, selon vous, reflèterait-elle le plan original? Le plan original. À l'idéal, la conception de l'université Denis Sassou Nguesso. Et vu la conception actuelle, avec le fonctionnement actuel, est-ce que ça reflète l'idée originale? Très bonne question. En toute transparence, je vous dirais que Madame la ministre de l'Enseignement supérieur est passée ici, non? Une belle question que vous avez certainement oublié de lui poser. Vous avez la solidarité gouvernementale. Vous avez loupé vraiment une très belle occasion de lui poser cette pertinente question, mais que je vais d'ailleurs lui transmettre. Et on reviendra vers vous pour apporter des éléments de réponse. Monsieur le ministre, je peux vous dire, pour être moi-même enseignant à l'université Maringouabi, moi j'ai besoin de travailler. J'ai besoin qu'on lève cette grève le plus rapidement possible. Je suis en souffrance de constater qu'avec mes étudiants qui m'attendent, nous n'avons, depuis plusieurs mois déjà, nous n'avons pas travaillé. Ça me gêne beaucoup. Et nous devrions, je pense, pour notre pays, faire les efforts qu'il faut pour que toutes ces choses rentrent dans l'ordre et permettre enfin aux apprenants, aux étudiants de l'université Maringouabi, de pouvoir bénéficier de leur formation parce qu'ils le méritent. Monsieur le ministre, le mois est haïssable. Nous arrivons à la fin de l'émission. C'est la dernière question. Vous-même, oui, le temps passe vite, malheureusement. Vous-même, monsieur le ministre, avec le regard de loin, 5 ans après, comment vous appréciez les réformes, l'action qui a été menée au sein de votre ministère? Comment vous appréciez? Ah, mais vous avez dit le mois est haïssable. Oui, moi, mais vous êtes là pour ça, monsieur le ministre. Non, généralement, je ne m'attarde pas sur ce que nous avons réalisé et réussi. Je ne m'attarde pas sur ça. Je passe tout de suite la page, je me dis, bon, la suite c'est quoi? Et allons chercher à
à résoudre les autres problèmes, parce que ceux-là, c'est déjà du passé. Les montagnes de problèmes que vous avez connus en arrivant en 2021, nous sommes là en 2026, on va peut-être parler de la sortie. Est-ce que vous êtes satisfait du travail abattu avec vos collaborateurs? Ah ben oui. Ce n'est pas le lieu de dire que on n'est pas satisfait. Chaque fois qu'il y a une insatisfaction, je le leur dis, mais chez nous. Ce n'est pas le lieu d'étaler nos différents non. Mais oui, je pense que, hein, monsieur l'inspecteur général, on peut se satisfaire, non? Et puis, rester assis. Le bilan est positif. Non, je pense qu'on peut se satisfaire, mais j'étais en train de dire que normalement, il y a encore tellement de choses à faire et on voudrait tellement continuer. Bon, mais comme vous dites, l'émission s'arrête déjà aussi. Bon, en 2026, là, en mars, c'est l'élection présidentielle. Bon. Mais on est satisfait de ce qu'on a fait. On avait voulu faire davantage. Mais on a fait ce qu'on a fait là, et c'est ce qu'on a pu faire. Et c'est ce qui est mesurable, hein, et que chacun peut apprécier. Et puis voilà. Voilà, nous sommes arrivés donc à la fin de cette émission. Messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, je vous rappelle que nous recevions monsieur ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Avec lui, donc, nous avons commenté, nous avons fait le décryptage du secteur de l'éducation concernant le bilan 2021-2026 du projet du chef de l'État. Merci et à la prochaine émission. Agence. Voilà. Voilà.